L'interrogation universelle, Paris, décembre 2025. Un appartement du 15e arrondissement. Il est 20h17. La table est dressée. Lumière douce. Assiette blanche. Conversation tranquille. Dans le plat central, un rôti de porc fumant. Autour de la table, 4 personnes. Claire, 62 ans, retraitée de l'éducation nationale. Son fils Thomas. Sa belle-fille Aïcha, née à Lyon en 1993. Et leur fille Lina, 8 ans. Lina regarde le plat, puis sa mère. Pourquoi maman ne mange pas ça? Silence léger. Pas tendu, juste suspendu. Aïcha sourit doucement. Parce que chez nous, on n'en mange pas. Lina fronce les sourcils. Mais à la cantine, tout le monde en mange. Quelques milliers de kilomètres plus à l'est, à Varanasi en Inde, en janvier 2026, un autre enfant pose une question inverse. Pourquoi on ne mange jamais de bœuf? À Séoul, certains évitent le chien. À Riyad, l'alcool. À Paris, rien n'est interdit, ou presque. Même planète, même espèce, des interdits différents. Alors une question simple surgit. Pourquoi certaines choses sont-elles interdites ici et normales ailleurs? Et si le vrai sujet n'était pas l'aliment, mais la société qui l'entoure? Naissance d'un interdit. Canaan, vers 1200 avant notre ère. Les collines centrales sont sèches. Été brûlant. Hiver court. L'eau est rare. Dans un petit village de pierre, un berger observe son troupeau de chèvres. Les animaux broutent des herbes dures que l'homme ne pourrait jamais consommer. Elles transforment la pauvreté du sol en lait, en viande, en survie. À quelques kilomètres, sur la côte méditerranéenne, les cités philistines prospèrent. Ports ouverts sur le commerce égéen. Forêts plus humides. Là-bas, on élève des porcs. Animal rapide à engraisser. Rentable dans un environnement abondant. Le porc a un avantage indéniable. Il se reproduit vite. Une truie peut donner naissance à 2 portées par an, parfois 10 petits à la fois. Dans un milieu riche en céréales et en déchets alimentaires, c'est une machine à protéines. Mais dans les collines arides de l'intérieur, la logique change. Le porc ne rumine pas. Il mange ce que l'homme mange. Grains, tubercules, restes. Il devient un concurrent direct. C'est précisément ce que soulignera des siècles plus tard l'anthropologue américain Marvin Harris, 1927-2001, professeur à Columbia University. Dans son ouvrage Good to Eat, 1985, il avance une thèse simple. Dans un environnement semi-aride, élever un porc peut être écologiquement coûteux. Il consomme des ressources rares, supporte mal la chaleur, nécessite de l'eau et de l'ombre. À l'inverse, chèvres et moutons transforment des herbes inutilisables en nourriture humaine. Même époque, 2 milieux, 2 économies, 2 choix alimentaires. Plus à l'est, en Inde ancienne, le bœuf n'est pas seulement une source de viande. Il tire la charrue, fertilise les champs. Sans lui, pas de récolte. Tuer l'animal, c'est affaiblir le village. Dans la Méditerranée grecque, au contraire, le porc est courant. Il se reproduit vite, s'adapte aux forêts, alimente les cités en croissance, à chaque fois, le même mécanisme. Climat, ressources, organisation sociale, voisins. Un interdit ne tombe pas du ciel. Il naît presque toujours d'un contexte précis. L'interdit devient sacré. Et Babylone, 586 avant notre ère. Les murailles de Jérusalem sont tombées. Le temple a brûlé. Une partie de la population judéenne est déportée le long de l'Euphrate. Parmi eux, des prêtres, des scribes, des chefs de clan. À Babylone, tout est immense. Les temples sont hauts, les marchés animés, les dieux nombreux. Pour un peuple vaincu, le danger n'est pas seulement militaire, il est culturel. On peut disparaître sans bruit, en une génération. Dans les quartiers d'exil, certaines pratiques continuent. On ne mange pas comme les Babyloniens. On se marie entre soi. On respecte le sabbat. Ce qui était jusque-là une habitude locale devient un rempart. Au début, il n'y a pas de proclamation solennelle. Il y a des gestes répétés. Des parents qui disent à leurs enfants « Chez nous, on ne mange pas cela ». Une coutume. Rien de plus. Puis vient la transmission. Les enfants grandissent avec ces distinctions. Elles deviennent normales, naturelles. On ne les explique plus vraiment, on les vit. Mais l'exil dure. Le temple n'est plus là pour structurer l'identité. Il faut autre chose. Alors les prêtres écrivent. Ils compilent, organisent, codifient. Ce qui était pratique devient loi. Ce qui était habitude devient prescription. Un texte fixe la frontière. Un texte dit « pur », « impur », « permis », « interdit ».
C'est précisément ce que l'anthropologue britannique Mary Douglas analysera en 1966 dans son ouvrage Purity and Danger. En étudiant le Lévitique, elle montre que les catégories de pur et impur ne décrivent pas la saleté au sens moderne. Elles décrivent l'ordre du monde tel qu'une société le conçoit. Dans cette logique, l'impureté n'est pas d'abord une question d'hygiène, c'est une question de classification. Ce qui ne rentre pas clairement dans une catégorie devient suspect. Ce qui brouille les frontières devient dangereux. La sacralisation commence ici. Quand une règle cesse d'être simplement la nôtre et devient celle que Dieu a donnée. Non pour tromper, non pour manipuler, mais pour protéger, pour souder, pour survivre. La bascule est subtile. On n'abandonne plus une règle, on désobéit. Alors la question surgit, calme mais décisive. À quel moment une règle humaine devient-elle divine? L'émotion prend le relais. Lyon, 1998. Dans une cuisine d'un appartement du quartier de la Guillotière, un garçon de 4 ans grimpe sur une chaise pour mieux voir le plan de travail. Sa mère prépare le dîner. Elle coupe des légumes, sort du poulet, évite soigneusement un paquet posé au fond du réfrigérateur chez les voisins, du jambon. Le garçon ne connaît ni le Lévitique, ni l'exil à Babylone, ni les débats d'anthropologues. Il connaît seulement une phrase. Ça, on n'en mange pas. Au début, il ne comprend pas. Puis il observe les réactions. Une moue légère, une hésitation, une précision presque solennelle dans la voix de sa mère. C'est interdit pour nous. Les psychologues du développement ont montré que le dégoût alimentaire n'est pas inné. Il se construit entre 3 et 7 ans. L'enfant apprend ce qui est propre et ce qui ne l'est pas. Ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Il observe, il imite, il enregistre. Le psychologue américain Paul Rozin, professeur à l'Université de Pennsylvanie, a consacré des décennies à l'étude du dégoût. Ses recherches montrent que cette émotion repose sur des associations culturelles puissantes. Ce qui provoque le rejet dans une société peut être un mets recherché dans une autre. Rien n'est universel. Rozin parle de loi de contagion. Si un aliment est symboliquement associé à quelque chose d'impur, cette association persiste, même si aucun danger réel n'existe. Le cerveau enregistre la frontière avant même de comprendre l'histoire. Un aliment ne devient pas répulsif parce qu'il est objectivement dangereux. Il le devient parce qu'il est associé à une limite invisible, à un « nous » et à un « pas nous ». Des décennies plus tard, devenu adulte, cet enfant pourra ressentir un léger recul physique face à ce même aliment. Pas une décision réfléchie, une réaction automatique. La règle est descendue du texte vers la table, de la table vers la famille, de la famille vers le corps. Et lorsqu'une règle entre dans le corps, elle cesse d'être simplement une norme, elle devient instinct. La disparition des raisons. Jérusalem, 500 avant notre ère. Le climat est rude, l'économie fragile, l'identité menacée. Chaque règle alimentaire participe à la survie d'un petit peuple entouré d'empires. Mumbai, janvier 2026. Climatisation, supermarché, chaîne d'approvisionnement mondiale, viande contrôlée, réfrigérée, transportée sur des milliers de kilomètres. Les villes sont cosmopolites, les identités multiples, les échanges constants. Entre ces deux mondes, plus de 2 millénaires. À l'origine, certaines règles répondaient à des contraintes concrètes. Un environnement semi-aride, une économie pastorale fragile, une minorité cherchant à préserver sa cohésion, des tensions géopolitiques permanentes. Ces contextes façonnaient des choix rationnels, parfois nécessaires. Au fil des siècles, d'autres explications sont apparues. On a parlé de saleté, on a évoqué des maladies, comme la trichinose transmise par la viande de porc insuffisamment cuite. On a avancé l'idée d'une protection sanitaire avant l'heure. Mais ces arguments sont historiquement postérieurs au texte fondateur. Les connaissances parasitaires modernes datent du XIXe siècle. Dans l'Antiquité, on ne parlait pas de bactéries ni de larves microscopiques. La justification sanitaire est venue après, comme tentative d'explication rationnelle d'un interdit déjà établi. Aujourd'hui, le cadre a changé. L'eau n'est plus rare dans les métropoles modernes. Les États-nations structurent l'identité autrement. Les connaissances sanitaires ont évolué. Les contrôles vétérinaires existent. Les sociétés sont interconnectées. Cela ne signifie pas que les règles sont absurdes. Cela signifie que les raisons initiales ne sont plus les mêmes. Un interdit né pour distinguer un groupe voisin existe désormais dans des sociétés où ces voisins ont disparu depuis longtemps. Une règle conçue dans une économie de subsistance survit dans une économie mondialisée. Alors la question se pose, sans accusation, sans provocation.
Que se passe-t-il quand le monde change, mais que la règle reste? Peut-être que la fonction se transforme. Peut-être que la raison pratique cède la place à une raison symbolique. Peut-être que l'interdit ne protège plus des contraintes matérielles, mais maintient un lien invisible avec le passé. Le contexte a changé. La règle, elle, demeure. La fonction réelle des interdits. Médine, 624 après notre ère. La jeune communauté musulmane vient à peine de s'organiser. Quelques centaines de croyants, entourés de tribus hostiles, de clans rivaux, de puissances établies. La survie ne dépend pas seulement des armes, elle dépend de la cohésion. À chaque repas partagé, une frontière se dessine. On mange ensemble. Ou l'on ne mange pas ensemble. Dans l'histoire des civilisations, les interdits alimentaires ont souvent joué ce rôle silencieux. Ils séparent sans violence. Ils distinguent sans discours officiel. Ils créent un « nous » reconnaissable. Rome antique distinguait citoyens et étrangers par les rites et les banquets. Dans l'Inde ancienne, la vache sacrée structurait la hiérarchie sociale et religieuse. Dans l'Europe médiévale, le jeûne chrétien marquait le calendrier collectif. L'interdit n'est pas seulement une règle privée. Il est une ligne invisible. Il permet d'identifier les membres d'un groupe sans uniforme ni emblème. Il rend la transgression immédiatement visible. Il renforce l'appartenance par la répétition quotidienne. 3 fois par jour, l'assiette rappelle l'identité. Ce mécanisme n'est pas propre à une religion ou à une époque. Il est universel. Les sociétés humaines ont besoin de frontières symboliques pour exister. Sans frontières, pas de distinction. Sans distinction, pas de cohésion. C'est ici que se situe le cœur du phénomène. L'interdit protège moins l'individu que le groupe. Il protège une mémoire collective, une continuité, une histoire partagée. Même lorsque les raisons matérielles évoluent, la fonction sociale demeure. Maintenir un lien entre ceux qui se reconnaissent comme appartenant au même monde. Le choix moderne. Paris, février 2026. Dans une librairie du quartier latin, un homme feuillette un ouvrage d'histoire des religions. Il a 54 ans. Il a grandi avec des règles claires. Certaines n'ont jamais été discutées. Elles étaient là, comme les murs de la maison. Aujourd'hui, il lit. Il compare. Il découvre des contextes anciens, des raisons écologiques, des stratégies identitaires. Rien de scandaleux. Rien de violent. Juste une compréhension plus large. Le monde autour de lui n'est plus celui des collines de Canaan, ni celui de Babylone. Il voyage. Il travaille avec des collègues de cultures différentes. Il partage parfois des repas où les frontières symboliques deviennent visibles. Il ne ressent pas de colère. Il ne ressent pas non plus d'obligation de rupture. Il ressent une question. Si une règle est née dans un contexte précis, et que ce contexte a changé, que doit-on en faire? La maintenir comme héritage? La transformer? La réinterpréter? L'abandonner? Chaque société moderne est confrontée à ce dilemme. Les traditions ne disparaissent pas mécaniquement avec le progrès technique. Elles continuent d'exister parce qu'elles portent du sens, parfois différent de celui d'origine. Peut-être qu'une règle peut survivre pour d'autres raisons que celles qui l'ont vue naître. Peut-être que la fidélité au passé n'est pas incompatible avec la lucidité historique. Peut-être aussi que certaines pratiques doivent être repensées. La question n'est pas « faut-il obéir ou désobéir ?» La question est plus profonde. Une règle doit-elle disparaître quand son contexte disparaît? La réponse, aujourd'hui, n'appartient plus aux prêtres de Babylone. Elle appartient à chacun. Retour humain. Bruxelles, février 2026. Il est 18h42. La pluie frappe doucement les vitres d'un appartement du quartier d'Ixelles. Dans la cuisine, une mère prépare le dîner. Sur la table, une soupe encore fumante, du pain, une salade. Son fils, Adam, 9 ans, pose son cahier d'histoire à côté de son assiette. « Maman, pourquoi chez nous on ne mange pas comme chez Lucas ?» La question n'est ni accusatrice, ni provocante. Elle est simplement curieuse. La mère s'arrête un instant. Elle a grandi avec cette règle. Elle ne l'a jamais vraiment remise en cause. Elle ne l'a jamais non plus vraiment expliquée. Elle pourrait répondre « parce que c'est comme ça ». Elle pourrait dire « parce que c'est interdit ». Mais elle se souvient de ce qu'elle a lu, de ce qu'elle a compris, des contextes anciens, des raisons historiques, des choix devenus tradition. Elle s'assied en face de lui. « Tu sais, ces règles viennent de très loin. Elles ont commencé dans des moments où les gens vivaient différemment. Elles servaient à rester unis, à se reconnaître.
Adam réfléchit. Et nous, on doit faire pareil? Elle hésite, puis elle sourit. Un jour, tu choisiras. L'important, c'est que tu comprennes d'où ça vient. La transmission n'est plus automatique. Elle est consciente. Pas une rupture, pas une provocation, juste un passage de témoin. La question continue son chemin. Si ce genre d'exploration historique et anthropologique t'a intéressé, tu peux liker la vidéo, la partager et t'abonner pour continuer à comprendre l'origine fascinante de tout ce qui façonne notre monde.